La parentalité accompagnée. Un podcast de la MAE, numéro 1 de l'assurance scolaire, engagé aux côtés des enfants et de leurs familles. Épisode 3. Comment comprendre et gérer les émotions de nos enfants. De la joie exubérante à la colère profonde, en passant par la frustration intense, les enfants expérimentent un large éventail d'émotions qui sont des expressions vitales de leur développement psychologique et affectif. Mais comprendre et interpréter ces manifestations émotionnelles peut s'avérer complexe pour les parents et les éducateurs. Et ce, d'autant plus qu'à l'ère numérique, ces émotions peuvent être ou exacerbées ou masquées par l'utilisation quotidienne des technologies et des médias sociaux. Alors, comment déchiffrer correctement les émotions de l'enfant ? Quelles approches adopter pour répondre de manière adéquate à leurs besoins émotionnels sans surréagir ou bien minimiser leurs ressentis ? Pour répondre à ces questions, nous recevons Myriam Rass, psychologue en crèche, ex-directrice de l'association Picler-Logzi France, auteure de nombreux ouvrages comme Les colères de bébé ou La socialisation dans la petite enfance aux éditions RS. Myriam, les émotions des enfants sont-elles exactement les mêmes que celles des adultes ? Alors, les émotions des enfants et des adultes sont assez semblables. Ce qu'on pourrait dire, c'est que pour les enfants, l'expression de leurs émotions est souvent beaucoup plus intense. Plus intense parce qu'ils ont encore du mal, d'une part, à les réguler et d'autre part, parce qu'ils sont vite débordés, envahis par leurs propres émotions. Alors, on considère que les toutes premières émotions, qu'on appelle les émotions primaires ou fondamentales, sont au nombre de 6. La joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, la surprise. Et puis vont survenir après l'expression d'émotions qu'on nomme secondaires parce qu'elles sont plus complexes. Et il s'agit d'émotions comme la gêne, l'embarras, la honte, la jalousie, la culpabilité, qui sont en lien avec le développement de la prise de conscience de soi et les interactions sociales. Il y a une autre période dans la vie qui est un petit peu particulière, c'est l'adolescence, parce qu'on a coutume de dire que les adolescents ont des émotions très vives. Est-ce que réellement, elles sont davantage exacerbées, nos émotions, durant l'adolescence ? Oui, parce que l'adolescence est une période très particulière d'affirmation de soi, de remaniement profond de l'identité. C'est aussi une période de bouleversement à la fois physique et psychique chez le jeune. Et d'ailleurs, cette période de l'adolescence est souvent comparée à la période des enfants de 2 ans, où les enfants sont aussi beaucoup dans la revendication de leur identité, l'affirmation d'eux-mêmes, qui peut être faite de façon très exacerbée et très puissante. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui se rejoue là à l'adolescence, qu'on retrouvait à l'âge de 2 ans. C'est ça, un petit parallèle à faire. Voilà, il y a un parallèle à faire, toute proportion gardée, parce qu'ils sont plus âgés. Et on pourrait dire d'ailleurs que si parents et enfants autour de 2 ans arrivent suffisamment à se comprendre, à échanger, à traiter cette période-là ensemble, il y a des chances que l'adolescence se passe un tout petit peu mieux. Donc c'est toute une période de prévention, finalement, la petite enfance, au cours de laquelle il peut être important d'accompagner les parents dans l'accompagnement de leurs enfants. Et aujourd'hui, à l'ère du numérique, les enfants comme les adolescents sont confrontés très tôt à certaines émotions. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est plutôt positif ou au contraire délétère pour leur épanouissement, leur développement ? Pour les jeunes enfants, ce qui est compliqué, c'est d'être confrontés à des émotions que peut-être ils ne comprennent pas. Et donc, c'est important de veiller à leur proposer des programmes qui soient adaptés à leur niveau de développement. Par exemple, on cite souvent le film de Bambi, où Bambi perd sa mère. Voilà, on a tous pleuré. Et alors, c'est une confrontation à une réalité de la vie, la disparition, la mort. Bon. Ce qui est important, c'est de se dire que ces jeunes enfants ont besoin de ne pas être seuls face à ces films, face aux écrans, et ils ont besoin d'adultes
qui puisse les aider à décoder et qui puisse accompagner leurs émotions. Donc les écrans, oui, mais accompagnés. Les écrans, oui, mais accompagnés, et les écrans, oui, mais pas trop longtemps. Et avec du dialogue, avec de l'explication, avec un discours derrière. Avec un discours, avec une écoute de ce que ressent l'enfant, et surtout et toujours, par rapport aux émotions des enfants, les aider à comprendre ce qu'ils ressentent, donner du sens, mettre des mots sur les émotions. Quels sont les risques pour un enfant s'il refoule ses émotions, si on ne lui donne pas la possibilité de les exprimer? Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, on pourrait dire que si certaines émotions sont empêchées, et pendant longtemps et encore maintenant, je pense, notamment les émotions dites négatives comme l'expression de la colère ou de la peur, étaient refoulées ou n'étaient pas forcément acceptées. On peut dire que cet empêchement ou ce refoulement de l'émotion appauvrit l'identité, l'expression de l'identité, appauvrit la communication, parce que finalement, l'émotion a une fonction de communication du degré de satisfaction de ses besoins. Et donc, c'est important dans la communication, dans la prise de conscience de soi. Qu'est-ce que je ressens? Quels sont mes besoins? Et comment je peux les communiquer, les exprimer à autrui? Et puis, les émotions ont aussi une fonction de survie. On pourrait dire physique et psychique. Par exemple, la peur est une émotion qui est une alerte donnée au cerveau, une alerte face à une menace réelle, mais qui peut être aussi anticipée, imaginée, mais qui incite l'individu à se protéger, donc une fonction de protection. Et je pense aussi à la colère. La colère est une réaction à la frustration et donc à la non-satisfaction d'un besoin, d'un désir, et qui est donc une revendication identitaire, une affirmation de soi, une protection de son identité. Et donc l'émotion a aussi une fonction de protection psychique. Et très concrètement, le fameux « arrête de pleurer ». Voilà, alors arrête de pleurer, c'est quelque chose qui ne va pas du tout aider les enfants, parce que d'une part, quand ils sont dans le pleur, ils sont vite envahis par cette émotion. Et puis, plutôt que d'empêcher l'enfant d'exprimer son émotion, il est important de pouvoir l'accueillir. Je suis là pour accueillir ta tristesse, pour en parler, etc. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que si les émotions sont refoulées, empêchées, elles risquent de rejaillir ailleurs et sur un autre mode, comme par exemple de la violence, de l'agressivité, des troubles du sommeil. Et donc, il vaudrait mieux pouvoir être accueilli dans ces émotions. Et le travail principal des adultes qui accompagnent les jeunes enfants, c'est de pouvoir mettre en mots les émotions, donner du sens à ce que ressent l'enfant, pour qu'il apprenne à mieux se connaître, se comprendre et donc à mieux communiquer. Et donc, il est important que les adultes puissent essayer de nommer les émotions. Finalement, on pourrait dire pour que les enfants aient des mots pour les dire plus tard. Et je trouve qu'actuellement, de nombreux parents doivent faire tout ce travail-là parce que les jeunes enfants expriment de plus en plus tôt leurs émotions et ont de grandes capacités à le faire. C'est grâce à leur entourage et à l'accompagnement des adultes. C'est pas toujours évident de déchiffrer les bonnes émotions chez l'enfant. On prenait tout à l'heure l'exemple des pleurs. Des pleurs, ça peut être synonyme de peur, ça peut être synonyme de colère, ça peut être synonyme de beaucoup de choses. Comment avoir les bonnes clés pour faire les bonnes interprétations et ne pas se tromper? Alors, c'est pas simple, parce que ce petit enfant, quand il est tout petit, qui parle pas, il parle avec son corps, il parle avec ses mouvements, ses gestes, et il parle avec ses émotions. Ça va être tout un travail de la part des adultes, des parents, de pouvoir essayer de donner du sens à ces émotions, en essayant, alors peut-être ce qu'on pourrait dire, c'est en essayant d'être au plus près du factuel, de la situation, et de pas interpréter, par exemple, un enfant qui est triste à la crèche. On sait que à la maison, un bébé vient de naître. Je pense que ça nous appartient pas forcément de faire le lien avec cette situation-là si l'enfant le fait pas lui-même. Par contre, on peut lui dire: je vois que tu es triste, qu'est-ce qui se passe? Viens me voir. Alors bien évidemment, l'enfant qui ne sait pas encore
pour parler, il va pas répondre, mais il sent l'attention qui lui est portée et surtout il sent que son émotion peut être partagée par l'adulte. Je pense particulièrement aux pleurs, parce que les pleurs d'un bébé sont très difficiles à recevoir pour les adultes, parce qu'on a envie que cet enfant arrête de pleurer, justement. Et parfois, je pense à nouveau à la crèche, un enfant qui est triste parce que ses parents viennent de partir, mais on ne peut pas les faire revenir d'un coup de baguette magique. Par contre, de pouvoir partager avec lui son émotion, c'est quelque chose qui va beaucoup l'aider. On pourrait dire un petit peu comme entre adultes, quand vous avez un souci et que vous pouvez le partager avec quelqu'un, déjà la peine est partagée, elle est diminuée parce qu'elle peut être porté aussi par quelqu'un. Et quand il n'a pas encore la parole, peut-être l'aider avec les mots, c'est-à-dire lui faire des propositions. Tout à l'heure, vous parliez des parents qui s'en vont. Tu es triste parce que ta maman est partie. Voilà, peut-être lui donner ces mots pour qu'il puisse les faire siens petit à petit et mieux gérer ses émotions. Lui donner des mots et aussi donner du sens. Parce que le petit enfant, tout petit en tout cas, il est très envahi par son émotion et elle ne sait pas d'où elle vient. Elle ne sait pas quelle en est la cause. Et tout le travail de l'adulte, c'est de donner du sens et finalement d'amener de la pensée, de la réflexion. Et c'est ça qui est important pour les jeunes enfants. En étant prudent à pas surinterpréter et à pas trop psychologiser. Pour une psychologue, je le dis quand même. Mais voilà, c'est de rester au plus près de la situation et de ce qu'on comprend des faits. Et comment on peut aider son enfant à devenir plus compétent avec ses émotions et plus tard avec celles des autres ? Est-ce qu'il y a des pistes, des clés ? Alors, on pourrait dire que être compétent avec ses émotions, c'est pouvoir ressentir une émotion, mais aussi savoir la partager et sans en être envahi, débordé, submergé. Et ça, c'est un gros travail pour les petits-enfants. Ce qui va les aider, c'est de pouvoir symboliser petit à petit leur émotion, c'est-à-dire qu'au lieu qu'elles s'expriment de façon brute, voire de façon agie, par exemple un enfant qui se ferait prendre le jouet par un autre, sa première réaction, ça va peut-être être de taper l'autre, parce qu'il est frustré d'avoir perdu son jouet, et de pouvoir accompagner les enfants à, plutôt qu'utiliser les actes, utiliser des mots, de la parole, d'où l'importance de donner des mots et de la parole aux enfants. Et puis, ce qui va aussi beaucoup aider les enfants dans la symbolisation de l'expression de l'émotion, ça va être le jeu. Les petits-enfants jouent beaucoup, on appelle ça d'ailleurs du jeu symbolique. Et le jeu est un moyen extraordinaire pour les enfants d'exprimer des émotions sans les agir et de pouvoir les travailler. Voilà. Ce qui va aussi beaucoup aider les enfants, c'est par exemple les contes, les histoires, la lecture, qui met des mots sur des émotions, qui leur permet de sentir que c'est possible de les dire parce qu'on les lit dans une histoire. Et qu'il y en a d'autres aussi qui ressentent ces mêmes émotions qu'eux-mêmes. Et donc, les livres, les contes, les histoires sont aussi un support très important pour les jeunes enfants. Ou éventuellement les écrans, mais encore une fois, s'il y a discussion, s'il y a accompagnement. Voilà. Et effectivement, l'écran, l'histoire qu'on peut regarder sur un écran, c'est une histoire. C'est pas la réalité, c'est du symbolique, mais il faut que ça puisse être partagé et accompagné par les parents. Est-ce qu'on peut dire que les nouvelles générations de parents donnent plus de mots, parlent davantage avec leurs enfants que les générations passées ? Je pense. Je pense qu'il y a eu une grande sensibilisation autour de l'importance de parler aux jeunes enfants dès tout petits. Ça va pas de soi. Parler à un bébé qui ne parle pas, c'est pas si simple. Mais il me semble qu'il y a de plus en plus de parents qui informent leur bébé de ce qui va se passer, qui les préviennent, qui mettent des mots sur ce qu'ils vivent, sur ce qui se passe dans leur environnement. Et ça, c'est un grand pas dans l'humanité. Est-ce qu'il faut pour autant laisser toutes leurs émotions s'exprimer ? Je prends l'exemple de la fameuse crise de colère, les hurlements, les cris au supermarché, à la caisse souvent, parce qu'il y a des petits bonbons, des petits jouets qu'on n'a pas voulu donner. Est-ce que ça, ce caprice, alors je dis caprice, mais c'est peut-être un mot sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que ça, on laisse faire ? Et surtout, comment on réagit ? Alors, ce qu'on pourrait dire dans un premier temps, c'est que toutes les émotions sont acceptables et sont à accepter.
il n'y a pas d'émotion qu'on ne peut pas accepter. Par contre, les comportements auxquels donne lieu l'expression de ces émotions ne sont pas tous acceptables. Comme j'évoquais tout à l'heure, l'enfant qui n'est pas content parce qu'on lui a pris son jeu, il n'est pas content et c'est tout à fait compréhensible. Par contre, taper sur la tête de celui qui lui a pris son jouet, ça non, c'est pas possible. Donc le travail des adultes de l'entourage, ça va être, encore une fois, de pouvoir trouver d'autres moyens pour exprimer ses émotions qui ne sont pas destructeurs ni pour lui, ni pour l'autre, ni pour l'environnement. Et donc de pouvoir utiliser des mots plutôt que des gestes et de pouvoir parler avec des mots plutôt que de parler avec son corps. Apprendre aussi à se protéger. Et si j'ai pas envie d'être dérangée dans mon jeu, peut-être je peux aller me mettre un petit peu plus loin. Donc tout le travail de l'adulte, finalement, ça va être d'aider les enfants à transformer les modes d'expression de leurs émotions pour qu'ils soient, on pourrait dire, socialement acceptables. Alors, je ne vous ai pas parlé de la colère. Oui, parce que quand la tempête est là, qu'est-ce qu'on fait Voilà. Et on parle souvent de tempête émotionnelle chez les jeunes enfants, ça peut arriver aussi chez les plus grands. Alors, c'est compliqué, la colère, je ne parlerai pas de caprice. Caprice, ça a une signification un petit peu péjorative, comme si c'était quelque chose qui n'était pas acceptable ou qui n'était pas justifié. La colère d'un enfant, c'est l'expression d'une frustration face à un besoin ou désir qui n'est pas satisfait. Donc c'est une revendication de l'enfant particulièrement forte aux alentours de 2 ans, qui est une période d'affirmation de soi chez les jeunes enfants. Et pour le moment, ils ne savent pas le dire autrement qu'avec cette force-là. Et on pourrait dire que la force de la colère, elle est à la hauteur de l'intensité de leur frustration, mais aussi de l'intensité de leur revendication à être eux-mêmes. Donc elle est à prendre en compte. Mais il va falloir essayer d'aider l'enfant dans un premier temps à pouvoir s'apaiser. C'est pas si simple parce qu'un enfant qui est en colère, on pourrait dire qu'il est hors de lui. Il n'arrive plus du tout à réguler ce qui se passe à l'intérieur de lui. C'est comme s'il éclatait en morceaux. Et le travail de l'adulte, ça va être, dans un premier temps, la plupart du temps, c'est laisser l'enfant aller jusqu'au bout de sa colère, parce que même si on essaye de les prendre dans les bras, de leur parler, ils n'écoutent pas, ils peuvent pas s'apaiser. Mais ensuite, de pouvoir, je dirais, essayer de rassembler les morceaux, de permettre à l'enfant de revenir à l'intérieur de lui-même, peut-être en lui reformulant l'enchaînement des événements. Tu n'as pas été content parce que tu voulais telle chose et tu pouvais pas l'avoir. Mais alors, et c'est là, quelle proposition on va faire à l'enfant? L'aider peut-être à différer. Quelque chose que tu peux pas avoir maintenant, tu pourras l'avoir peut-être plus tard. Et quelque chose que tu peux pas avoir dans la réalité, peut-être que tu peux la rêver, l'imaginer. Et c'est un accompagnement extrêmement important de la part des adultes, professionnels ou parents, qui vont aider les enfants à apprendre à faire face à leurs frustrations et à trouver des moyens pour sortir de cette frustration, et notamment dans l'imaginaire, dans le symbolique. Très important. Encore une fois, on peut faire un parallèle avec l'adolescence aussi et certaines crises qui sont très dures. On le ressent, qui sont vécues comme une vague émotionnelle, un tsunami. Là aussi, il y a quelque chose qui se joue. Et est-ce qu'on doit avoir la même attitude, c'est-à-dire attendre qu'ils se rassemblent, qu'ils se calment et essayer de remettre ça en mots, de refaire le cheminement des émotions avec lui? Alors oui, tout à fait. Ce qui est plus compliqué, c'est que prendre un adolescent dans les bras, pas sûr qu'il accepte. On est souvent derrière une porte fermée à clé, avec ça que ça claque. Voilà. Donc, attendre qu'il puisse trouver les moyens de s'apaiser par lui-même, réénoncer un petit peu les enchaînements des événements. Et puis, je pense, c'est vrai aussi pour les jeunes enfants, mais c'est particulièrement vrai pour les adolescents. Je pense que les adolescents attaquent beaucoup
les règles, les limites, le cadre, parce que, comme pour les jeunes enfants, c'est vécu comme un empêchement à être, à exister, à se sentir être soi. Et donc, c'est extrêmement violent. C'est important, je pense, de reconnaître ce que les enfants comme les adolescents peuvent ressentir face à une règle, face à un interdit. Ils le vivent comme une atteinte personnelle. Ça les touche personnellement très violemment. Et donc, c'est important de le comprendre. Mais ce qui est important et qui va beaucoup les rassurer, c'est que le cadre tienne. Et ce que les petits-enfants aussi, mais particulièrement les adolescents, en fait, ils testent la fiabilité et la solidité du cadre. Tu n'es pas content, mais c'est comme ça. Éventuellement, on peut négocier la règle, mais si on la négocie, l'adulte est là pour la tenir. Et ce qui est important, c'est pour les adolescents, pour les jeunes enfants aussi, c'est de voir que le cadre peut tenir et de ressentir aussi que malgré les comportements débordants qu'on peut avoir, la relation n'est pas attaquée, la relation n'est pas entamée, elle est toujours là. Ce qui veut dire, c'est compliqué, peut-être de ne pas être en colère contre la colère du jeune ou du jeune enfant. Ou entre guillemets bouder face à un enfant pour lui dire je ne suis pas content, et plus tard à l'adolescent lui faire un petit peu la tête parce qu'il est allé trop loin, le rassurer sur la qualité et la pérennité du lien. La pérennité du lien, et j'aurais envie de dire que c'est vraiment pas simple pour les parents. Et que probablement les parents ont aussi besoin de trouver des lieux où ils peuvent parler de ça, où ils peuvent en parler avec d'autres parents, en parler avec des professionnels, pour pouvoir évacuer leurs propres émotions eux-mêmes et les élaborer. Est-ce que vous avez quelques pistes concrètes là-dessus ? Alors, je pense qu'il y a des lieux d'accueil enfants-parents, par exemple, notamment pour les jeunes enfants, qui sont des lieux qui se développent de plus en plus et qui sont des véritables lieux de prévention et d'accompagnement de la parentalité. Merci beaucoup Myriam Miras pour ces explications, ces conseils pour nous aider à mieux décrypter les émotions des enfants et des adolescents. Et je rappelle peut-être quelques-uns de vos ouvrages, Les colères de bébé et La socialisation dans la petite enfance, tous deux aux éditions RS. Merci beaucoup. Merci. Découvrez les autres épisodes de la série pour une parentalité accompagnée sur mae.fr. À très vite.